Allô, bonjour et bienvenue dans Baladope, un espace d'échange sur la consommation de drogue sans tabou, parce que parler, c'est déjà réduire les risques. Ce podcast vous était amené par le GRIP, un organisme qui agit en réduction des méfaits et en prévention, dans le but d'informer et d'intervenir dans les milieux festifs au Québec. Je m'appelle Carla Martin et je serai votre animatrice tout au long de la première saison du Balado. Aujourd'hui, nous recevons Alexandre Langevin et Roxane Halal au micro du Baladope afin de parler de consommation sexualisée. Donc bonjour à vous deux et merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Bonjour, moi c'est Alexandre Langevin. Présentement, je suis intervenante dans les services en dépendance du Centre de référence du Grand Montréal. J'ai eu plusieurs années d'implication avec le GRIP aussi. D'abord comme intervenante, j'ai aussi été plus à la formation pour, entre autres, des projets sur l'éducation au consentement dans des contextes de fête, comment préparer une fête, où est-ce que on va porter attention à une consommation et une sexualité où on réduit les risques, puis on favorise donc une expérience de plaisir. Puis j'ai aussi travaillé au développement de l'analyse, du service d'analyse de substances au GRIP. Allô, moi c'est Roxane. J'utilise le pronom elle, puis dans le fond, je suis en ce moment chargée de projet du service d'analyse de substances mobile du GRIP, mais je pense qu'une des raisons pourquoi je suis ici, c'est surtout pour mon bagage et vécu passé et présent sur la création d'espaces plus sécuritaires et de care en général dans les événements festifs, puis aussi beaucoup de justement d'implications plus grassroots ou plus dans l'organisation de certains événements au niveau du consentement, sexualité, consentement en dehors de la sexualité aussi, puis juste d'espaces plaisants et plus sécuritaires. D'accord, déjà merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation. Je pense qu'on devrait commencer cet épisode tout d'abord en définissant ce qu'est la consommation sexualisée et quels sont certains des termes qui sont le plus souvent associés à la consommation sexualisée. Oui. Vas-y, Alexandre. J'ai oublié de dire aussi, je m'étais penchée, entre autres, dans mon projet de maîtrise sur ce qui peut amener les gens dans un contexte festif, entre autres, à avoir une consommation sexualisée. Puis ce qu'on entend par là, c'est que ça peut être la prise volontaire, évidemment, là, d'une consommation d'une substance qui, finalement, peut mener à des activités sexuelles sous influence. Ça peut être le plus souvent une activité volontaire. Donc, on a des intentions avec cette consommation-là de vivre une expérience en particulièrement intensifiée avec la sexualité. Ouais, puis des fois, ça peut être aussi par accident, dans le sens où ça adonne que j'ai pris une substance, puis je trouve quelqu'un cute, puis une chose emmène à l'autre, puis finalement, c'était pas nécessairement prévu, c'était pas nécessairement pour ça que j'avais pris même DMA ou ma dose de LSD, mais ça adonne que ça me tente, ça nous tente les deux, puis ou plus que deux, puis ça se passe finalement. Quand on entend parler de consommation sexualisée, souvent, on entend plus parler de chemsex ou de party and play. En fait, peut-être plus dans le côté académique aussi, parce que c'est peut-être nommé différemment dans le vécu des gens. Là. Je pense qu'il y a comme un buzz aussi récemment avec le chemsex et le party and play, justement, où c'est quand même beaucoup plus étudié, je pense, comme type de consommation sexualisée, où ça va être vraiment associé plus aux communautés d'hommes gays, bi, trans, cis ou trans, qui se rencontrent finalement, puis ça va être des moments de consommation avec de la sexualité qui vont être assez souvent en groupe ou dans des contextes plus de fête, justement, mais où ce que le focus est vraiment là-dessus. Ça va être plus comme des moments qui sont comme engineered ensemble pour être le fun dans ce contexte-là. T'sais. OK, donc c'est vraiment volontairement. Ouais. Comme tu planifies qu'il va se passer ça. Exact. Comme le contexte va être planifié comme ça, puis il va y avoir plus ou moins de planification, mais comme le contexte va être planifié, l'endroit va être choisi un peu pour ça aussi. Les gens qui sont invités ou pas invités, des choses comme ça va être quand même assez planifié dans ce but-là, finalement. OK. Il y a certaines substances qui sont plus souvent associées aussi à la pratique de party and play ou chemsex. Ça peut être la méthamphétamine, ça peut être la kétamine, le GHB, cocaïne, de façon générale. Il y en a d'autres, là, ça peut être incluant d'autres substances, évidemment, là, mais ça tourne beaucoup autour de celle-là. Exact. OK. Donc là, généralement, c'est quand c'est planifié, mais c'est aussi important de noter que la consommation sexualisée, comme on a dit avant, ça inclut à un moment donné où tu consommes, puis tu trouves quelqu'un de cute, ou plusieurs personnes, et puis là, tu décides d'avoir une relation sexuelle, mais ça peut pas forcément être planifié.
OK, est-ce que vous connaissez certains mythes qui sont associés à la consommation sexualisée? Ben, je me souviens avoir entendu souvent, entre autres dans des écoles, des ados, qu'il y avait une idée que la MDMA en soi, ce serait plus une drogue de l'amour, de la sexualité, puis que si tu en prends une fois pour avoir une activité sexuelle, que tu ne pourras plus jamais retourner à une activité sexuelle sans MDMA, que ce ne sera plus jamais satisfaisant. Fait que tu vas être un peu coincé avec ça. Est-ce que c'est vrai? Donc, pas nécessairement, non, dans le sens où c'est sûr qu'il y a des gens qui vont rapporter avoir la difficulté, pas seulement avec la MDMA, en fait, ou avec plein d'autres substances, à dissocier leur sexualité de la consommation. C'est sûr que, surtout si on est dans des premières expériences sexuelles, comme quand je pense à ces adolescents-là, où en soi, la première expérience serait dans ce contexte-là, peut-être qu'en soi, je ne sais même pas encore qu'est-ce qui est satisfaisant pour moi, je ne sais pas encore dans quoi je suis bien. Fait que j'encourage les gens à explorer la sexualité sans consommation, idéalement d'abord, d'apprendre à se connaître bien. Mais il peut très bien y avoir des expériences occasionnelles de consommation sexualisée, puis une sexualité sans consommation qui est satisfaisante. Là, ça, c'est possible. Mais c'est vrai qu'idéalement, on se prépare pour y réfléchir, puis pour être capable de trouver qu'est-ce qui nous satisfait sans consommation. OK. Et si quelqu'un remarque... Donc, de base, avec toutes les substances, il peut y avoir ce risque-là, mais ça ne veut pas dire que ça va être un problème pour tout le monde. Mais si ça l'est pour une personne qui remarque qu'elle ne peut plus vraiment dissocier les deux, quel serait le conseil que tu pourrais donner? Ben, de prendre des pauses, de prendre un recul, de se donner le temps de réfléchir un peu, puis d'y aller par étapes aussi, doucement, parce que ça peut créer des frustrations aussi quand on veut réintégrer des activités sexuelles sans consommation, puis on se rend compte qu'on a du mal à maintenir une excitation, érection, lubrification, à avoir du plaisir, autant de désir. Fait que d'y aller peut-être un peu plus par étapes aussi, de déconstruire ce qu'on aime dans les sensations, redécouvrir un peu dans le moment présent ce qui est agréable. Fait que c'est sûr que dans l'idéal, ça peut se faire seul aussi, premièrement, mais dans l'idéal, sinon aussi avec des partenaires ou un partenaire qui est connu ou de confiance pour qu'on puisse se donner le temps d'explorer sans vivre des frustrations ou trop d'insatisfaction aussi dans l'interaction en soi avec l'autre. OK, donc explorer et apprendre à se connaître. Mais il ne faut aussi pas oublier que le principal organe du plaisir, c'est le cerveau, là. Fait que dans la sexualité, c'est aussi vrai, puis dans la consommation, c'est aussi vrai, finalement, comme qu'est-ce qui va venir titiller, comment on se sent dans la conso, puis comment on se sent dans la sexualité, ça passe tout par le cerveau aussi. Fait que à un certain moment, comme ça peut être vraiment frustrant, comme tu disais, là, d'avoir comme ces perceptions-là ou d'avoir vécu ces sensations-là, puis d'avoir de la difficulté à retrouver quelque chose comme ça à l'extérieur de la sexualité. Mais ça peut être aussi que tu n'as jamais eu l'opportunité de vivre ces choses-là sans la conso. Mais après ça, je pense aussi que une des choses qui peut aider, ça peut être d'aller regarder c'est quoi, puis ça peut être vraiment difficile. Je dis ça comme si c'était comme... Je pense à ça le matin en prenant mon café, puis que j'ai des épiphanies, là, tu sais, mais tu peux essayer d'explorer c'est quoi que tu recherches. En fait, c'était quoi ta motivation derrière la consommation dans le contexte de la sexualité, tu sais. Si tu es capable de mettre le doigt sur une ou deux grandes motivations ou buts que tu cherchais là-dedans, je pense que ça peut aider justement à décortiquer comment est-ce que je peux aller rechercher ça ou travailler là-dessus en dehors de la conso si c'est ce que je désire. Et justement, en préparant cet épisode-là, Alexandre m'a dit que la drogue ne nous transporte pas ailleurs que dans notre propre esprit. Et moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous ressentez qu'il y a des attentes disproportionnées lorsqu'on parle de consommation sexualisée? Bien, je pense qu'à la base, quand une personne peut aller vers une première expérience d'une consommation d'une substance en particulier, en soi, qui n'aurait pas déjà des expériences, il peut y avoir des attentes qui sont disproportionnées par rapport à l'univers de ce qui peut arriver. Parce que premièrement aussi, même quand on se fait raconter par quelqu'un que le LSD lui a permis d'être dans une créativité extraordinaire ou que peu importe de quelle performance on parle, ben ça se peut que ce soit pas le cas pour nous. Ça se peut que je me mette pas à être Picasso parce que j'ai pris des perturbateurs ou psychédéliques si à la base j'ai pas vraiment de talent là-dedans.
Mais donc, de se dire, ça va partir de moi-même. Ça va partir de moi-même, cette expérience-là. Oui, ça peut m'amener ailleurs, à des endroits où je m'étais pas rendue dans ma tête, dans mon corps. Puis des fois, c'est un peu ça l'idée pour beaucoup de personnes. Mais faire attention aux attentes qu'on a, à ce qu'on entend aussi des expériences des autres. Je pense que ça revient pas mal vers la loi de l'effet, non? Absolument. Comme tout revient à la loi de l'effet. Comme, je pense même, puis c'est pour ça que je disais que ça peut être intéressant d'explorer c'est quoi qui nous amène à vouloir vivre ces expériences-là, justement. Mhm. Parce que si tu t'es fait dire que t'es pas capable d'avoir d'orgasme dans des relations sexuelles, tu vas voir avec la MDMA, par exemple. Puis je reviens toujours à la MD, c'est comme si j'étais stické là-dessus, mais c'est rien contre la MD. MDMA, si tu nous écoutes, c'est rien contre Tout toi. est beau. Tout est beau, on est chill. Mais c'est vraiment plus que... Parce que là, ça vient avec les sensations, le toucher, non. Fait qu'on pense souvent à ça. Mais mettons, justement, tu te fais dire par quelqu'un, « Oh my God, moi, j'avais jamais eu d'orgasme avant. Puis quand j'ai pris la MD, puis j'ai eu du sexe, c'était incroyable. J'ai eu comme 6 orgasmes, puis c'était comme la première... Tu sais, comme... C'était donc bien incroyable. Puis toi, tu vis ton expérience, puis je ricane un peu parce que, en tout cas, c'est comme... Il y a 1000 autres choses qui vont rentrer en ligne de compte aussi dans ton expérience, notamment si ton partenaire n'a pas envie de te donner un orgasme ou si la personne avec qui t'es met des freins constamment à l'atteinte de ton plaisir, par exemple, puis ça, c'est un aspect de la loi de l'effet, le partenaire avec qui t'es, t'en auras pas. Que t'aies popé une MD, 6 MD, 15 MD, à un moment donné... Il va se passer autre chose aussi avec oui, 15 il va se MD. passer autre chose. Je ne recommande pas nécessairement d'être popé 15 MD, mais t'auras pas la même expérience que l'autre personne. Puis peut-être que l'autre personne, son expérience, c'est pas nécessairement la MDMA qui l'a amené là non plus. C'est peut-être juste le fait que le contexte qui a été créé, qui a été consciemment créé, puis comme c'est pour ça que je parlais tantôt de engineered, qui a été littéralement comme pensé pour donner cette expérience-là parce que c'était ça son attente, probablement a beaucoup plus à voir avec le fait qu'elle a eu les meilleurs orgasmes de sa vie que peut-être l'aspect unique d'avoir consommé cette substance-là. Parce que l'environnement, le contexte, l'individu, tout ça, ça va jouer aussi beaucoup là-dessus, tu sais. Oui, il y a plein de choses. C'est vraiment pas là, la substance, c'est juste un facteur, mais quand on regarde au final le spectre de la sexualité, il y a vraiment plein de choses qui rentrent en compte. Ouais. Et justement, c'est super intéressant de dire peut-être, regarde tes motivations de pourquoi est-ce que tu voudrais avoir cette consommation-là avec la sexualité. Puis juste une petite note aussi, on parle souvent de comme avoir consommé pour aider à ta sexualité, mais l'inverse c'est aussi vrai, tu sais, il y a des gens qui peuvent rechercher cette expérience-là de avoir comme, mettons, quelqu'un qui prend souvent de la LSD, par exemple, puis que ça devient un peu plus routinier, entre guillemets, puis ça, c'est genre un cas de figure, mettons, mais que ça devient plus comme, c'est du connu, son trip, comme c'est un, comme, je dessine ou je peins pendant mon trip, puis tu sais, puis veut aller explorer d'autres expériences, peut aussi vouloir ajouter de la sexualité à son expérience de consommation et non l'inverse. Ouais. En tout cas, ça peut être intéressant de voir comme ça aussi, des fois, ça vient dans l'autre sens. OK. Et justement, là qu'on parle de mythes, d'effets un petit peu de la consommation sexualisée, comment est-ce que les drogues peuvent influencer la perception du plaisir et du désir d'intimité qu'on a pendant et avant les rapports sexuels? Il y a quand même beaucoup de réponses à ça, dans le sens où c'est une il y a grande question. beaucoup de substances différentes. Puis, si on y va juste avec d'abord les grandes catégories, puis à l'intérieur de ça, c'est sûr qu'il va y avoir plein de variations, là, mais si on regarde les stimulants qui peuvent quand même être souvent considérés là, pour une consommation sexualisée, et puis ça peut être très différent, les effets sur la sexualité, dépendamment du dosage, premièrement aussi. Qu'à faible dose, ça se peut que ça augmente beaucoup le désir sexuel, la capacité à maintenir le désir sexuel, puis physiquement aussi. Ça peut donner des orgasmes peut-être plus intenses ou avoir plus de facilité à les atteindre, mais un petit peu plus dose élevée, ça va avoir des effets contraires au niveau de l'atteinte de l'orgasme ou de la difficulté aussi au niveau de l'érection, lubrification, maintien de l'excitation. Fait que les effets avec une même substance peuvent être assez variables, entre autres à cause du dosage, mais aussi, supposons qu'on se connaît bien déjà avec cette substance-là, là, donc ça en soi, ça se peut que la personne aussi se sentent beaucoup plus performantes, se sentent beaucoup plus en confiance avec des stimulants. Puis ça pourrait aussi venir atteindre la façon de lire
l'autre personne. Son non-verbal ou son verbal pendant l'activité sexuelle, ça se peut qu'on soit plus centré sur soi. C'est possible aussi de se dire que ça peut changer notre perception de ce qui se passe, surtout si on est dans des dosages plus élevés. Mais même à plus faible dose, il faut se rappeler qu'à la base, le contexte d'activité sexuelle, c'est enivrant. Il se passe là aussi quelque chose qui va venir interagir là, avec la substance qu'on prend dans le contexte. Là. Absolument. Puis, tu sais, comme moi, c'est déjà des conversations que j'ai eues aussi dans des événements, justement dans des événements où je suis plus impliquée niveau consentement. Tu sais, on se demandait même comme on essayait de sortir de ce genre de vision que la seule chose qui peut venir altérer ta façon de vivre ou d'exprimer ou de pouvoir consentir à des relations sexuelles dans ce contexte-là, que c'est juste la consommation qui peut venir altérer ça, parce que c'est pas vrai. Là. Tu sais, comme dans ces événements-là, moi-même, j'ai eu des moments où tu es dans un environnement où tu t'es préparé pendant des semaines. Par exemple, dans le contexte d'un festival où tu es là pendant 4 jours, disons, puis tu dors là. Puis tout le monde participe à cet événement-là, puis c'est centré autour de l'art, puis il y a plein de rituels, puis il y a des gens qui offrent des campements avec plein de coussins, il y a des gens qui offrent des espaces où il y a de, je sais pas moi, du fire spinning, genre, ou en tout cas des grosses performances, des choses comme ça. Ben là, t'es dans ce contexte-là, t'as un peu de FOMO aussi, fear of missing out, fait que t'es comme, oh my God, si je vis pas mes expériences dans ce moment-là, c'est quand que je vais les vivre, c'est quand que je vais avoir quelqu'un qui spin du feu en même temps que je suis en train de me coller sur quelqu'un dans des beanbags dans la forêt. C'est assez précis comme contexte, mais genre, il y a comme ça qui vient jouer aussi. Fait que, en tout cas, je pense que la conso, c'est une des choses, mais comme on disait tantôt, la loi de l'effet, c'est dans tout, là. Puis ça joue là-dedans aussi, je pense. Ça peut faire comme un contexte de voyage où tu te retrouves des fois dans un contexte de fête qui a sa propre sous-culture, ses propres codes, où est-ce que peut-être les gens ont plus de liberté aussi avec la nudité, avec l'expression sexuelle de l'identité ou de l'orientation. Donc, à ce moment-là, ça se peut que tout à coup, c'est pas nécessairement une bonne ou une mauvaise chose. C'est de se dire aussi que des fois, c'est un des éléments qui peut participer au sentiment de regret quand la personne sort de ce contexte-là puis retourne à sa vie quotidienne qui peut-être fait moins partie de cette sous-culture. Ça peut donner un sentiment d'être marginalisé, de ne pas pouvoir partager une expérience qui a peut-être été très positive. Là. Fait que ce regret-là peut être vécu des fois même dans ce contexte-là où tu as vraiment aimé ce que tu as vécu, mais tu aurais de la gêne à le partager, tu te sentirais incompris. Mais c'est comme quoi ce contexte-là, il n'est pas banal. Ça nous enivre à la base, là, même si on participait sans consommer. Justement, si là on parle de chemsex, party and play, mais si on parle aussi d'une consommation sexualisée qui peut arriver sans planification, en plus de ce côté un petit peu regret, quels peuvent être certains autres risques que vous identifiez? Je pense que à la base, les risques en guillemets associés ou en tout cas qui peuvent être vécus dans de la sexualité non planifiée se retrouvent aussi les mêmes dans la sexualité non planifiée avec de la conso. OK, oui. Dans le sens où, par exemple, si je ne l'ai pas planifié puis j'ai pas de moyen de me protéger des ITSS, par exemple, c'est sûr que c'est un risque qui reste, même que j'ai pris une substance ou pas. Il peut y avoir aussi, en tout cas, c'est difficile de comme pas retomber dans le regret, mais il peut y avoir justement ce genre de recherche de ce contexte-là. C'est comme des contextes particuliers parfois. Puis là, tu sais, je parle de festival dans la forêt, tout ça. Des fois, ça peut être aussi comme un one-night stand après avoir bu de l'alcool dans un bar. Là. Ouais. Comme, c'est pas toujours dans un espace... de festival psychédélique avec des cracheurs de feu. C'est vraiment partout, oui. Comme, ça peut être une soirée bien ordinaire dans ta ville, puis c'est bien correct. L'ambiance s'est prêtée à ça. Ouais, c'est ça. Mais ça peut être aussi comme... On en parlait tantôt un peu, mais dans le contexte aussi, puis pas juste dans la consommation, mais de tomber dans un genre de pattern où ça devient plus difficile de t'imaginer avoir de la sexualité dans d'autres contextes. Tout en rappelant que chaque expérience est vraiment propre à soi et peut vraiment être différente tout au cours d'une vie en fonction du contexte et de l'environnement. Quels peuvent être les bénéfices à avoir une consommation sexualisée, qu'elle soit planifiée ou non? Il y a, entre autres, des gens qui m'ont parlé de l'intérêt qu'ils ont eu de, à un moment donné, intégrer
de la consommation graduellement dans leur sexualité pour se dégainer ou se détendre et arriver à s'initier à une pratique sexuelle qui les intéressait, mais il y avait certaines barrières qui étaient présentes. Puis, donc, ça peut être super préparé, ça peut être fait finalement pour qu'une personne arrive à pleinement explorer sa sexualité, puis même arriver après ça à graduellement retirer la consommation un coup qu'on aurait exploré ces pratiques-là pour être capable d'intégrer. Donc, ça peut être n'importe quoi, là, des nouvelles pratiques, des jeux de rôle, ça peut être n'importe quoi où la personne se sent un peu bloquée, un peu trop gênée, puis que c'est ce qui lui permet de vivre quelque chose de différent, puis de même l'intégrer dans sa sexualité sans consommation par la suite. Donc, ça peut être des belles expériences, puis durables aussi. Absolument. Puis comme, si je peux rajouter là-dessus, tu sais, tout l'aspect de sensation aussi. Tu sais, qu'est-ce que tu nommes, c'est des fois, ça peut être résumé avec je me sens que je suis juste trop dans ma tête. Oui. Tu sais, ce sentiment-là, je pense que beaucoup de gens peuvent avoir vécu ça, là, comme c'est assez commun comme moment dans la sexualité. Puis, des fois, une des façons, ben oui, tu peux aller méditer pendant 20 minutes, mais tu peux aussi prendre une substance que tu sais que d'habitude te permet de sortir de cet état-là, ou en tout cas juste changer de perspective un peu, puis ou changer de contexte dans un sens, puis ça fait que, ben là, tout d'un coup, t'es capable de, comme, sortir un peu de ta tête puis rentrer dans ton corps, finalement. Tu sais, des fois, avoir vécu des traumas dans la vie aussi, ça fait que ça accentue ce feeling-là d'avoir l'impression d'être trop dans sa tête ou de vivre de l'anxiété ou du stress. C'est dépendamment aussi du contexte relationnel. Des personnes qui sont engagées l'une à l'autre pourraient avoir aussi le goût d'explorer leur sentiment de connexion émotionnelle et physique, un sentiment de fusion, peut-être même dans la sexualité avec la consommation. Fait qu'il peut y avoir des belles expériences aussi qui sont vécues dans cette visée-là. Ça me rappelle aussi que des fois, faut penser au contexte relationnel quand on s'engage dans une activité de conso sexualisée, parce que si on n'a pas la même expérience, s'il y a une inégalité d'expérience au niveau de l'usage des substances qui sont impliquées ou des pratiques sexuelles ou encore du mélange spécifique qu'on décide de faire entre ces choses-là, ça peut arriver qu'on se fasse un petit peu plus initier parce qu'il y a une des deux personnes qui sait qu'est-ce qui lui fait plaisir dans ce contexte-là, puis l'autre, non. Mais de l'autre côté, il peut y avoir aussi de la bienveillance, puis il peut y avoir de l'accompagnement puis de la préparation ensemble. Donc, il peut y avoir ces côtés qui sont positifs là aussi. OK, mais ça, on reviendra sur la préparation dans un peu de temps. Mais là, j'aimerais retourner à peut-être un risque dont je me suis fait pas mal parler. Du moins, en société, j'ai un petit peu l'impression actuellement qu'on se dit un peu s'il y a de la consommation, il n'y a pas de consentement. Et moi, j'aimerais bien regarder un petit peu du côté de la loi et des règlements. Absolument. Qu'est-ce qui entoure le consentement et la consommation de drogue? C'est la question à 1000 $, je pense. C'est flou. Puis je pense que bravo de ne pas l'avoir bring up comme à la minute 1 de cette conversation, parce que c'est souvent le cas, en fait, je pense. Comme, en tout cas, je sais pas pour toi, Alexandre, mais moi, à chaque fois que je parle de consommation sexualisée ou de sexualité en contexte de consommation, c'est une des premières choses puis qui est mentionnée, puis c'est pas mentionné en mode genre, ah, qu'est-ce que... C'est comme, ouais, mais il me semble que quand il y a consommation, c'est impossible de donner son consentement, tu sais. Oui, ça fait que les gens restent bien secrets par rapport à leurs expériences après ça. T'sais. Vraiment, vraiment, ça vient juste comme ajouter une couche de stigmatisation finalement à toute la patente, puis la stigmatisation, c'est pas... ça a rarement des bienfaits, en tout cas. On n'en connaît pas. Ouais, on n'en connaît pas, exact. C'est ma collègue Camille qui me partageait ça, en fait. La loi va voir le seuil où ce que tu es considéré comme ne pouvant pas consentir va être différent dépendamment du contexte ou des circonstances. OK. Fait que, par exemple, dans l'article qu'elle m'a partagé, on met l'exemple, si une personne avait été intoxiquée à son insu, en fait, peu importe son degré d'intoxication, elle va être considérée comme ne pouvant plus consentir à des relations sexuelles, alors que si la personne consomme des substances de façon voulue, j'irais pas jusqu'à dire planifiée, parce que c'est pas vrai que c'est obligé d'être planifié, mais consciente. Et volontaire. Exactement, volontaire. Le seuil est beaucoup plus haut, en fait.
parce que il y a vraiment une notion de choix aussi dès le début, finalement, qui va vraiment influencer ton expérience aussi, puis ta capacité à comprendre toi-même, ta propre capacité à exprimer, Ouais. consentir, puis tout ça. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Là. Fait que même au niveau de la loi, relativisons tout le monde. C'est pas comme si tranché que ça. C'est pas Ouais. vrai. Puis de toute façon, si c'était vrai, que ayant consommé de la minute qu'on a consommé, on peut plus consentir, ben bonne chance à toutes les personnes qui ont pris un verre de vin puis qui ont eu de la sexualité, là, genre. Ouais, c'est ça. Mais si on s'éloigne du contexte de la loi, comment est-ce qu'une personne peut voir que la personne en face n'est pas en capacité de donner un consentement? Quels sont les signes majeurs? C'est sûr que si on se connaît pas, puis qu'on s'en est pas parlé d'avance de, tu sais, à quoi ça ressemble, toi, quand t'as plus de fun, en particulier aussi peut-être sur cette substance-là ou dans un contexte de sexualité. Mais en soi, si on s'engage, planifié ou non, j'encourage les gens à s'observer un peu plus ou à des fois essayer de prendre un temps d'arrêt, de voir, hey, c'est-tu toujours bon? T'es-tu toujours bien? De se poser la question clairement. Je pense que, en tout cas, je l'encourage vraiment parce que le voir comme tel, c'est sûr que si la personne ne s'engage plus activement dans l'activité sexuelle, qu'on sent que la personne participe moins et moins enthousiaste, le non-verbal semble moins dans le plaisir, plus neutre ou vérifions. On peut prendre le temps de s'arrêter. Ça ne veut pas dire que ça ne pourra pas repartir. Ça vaut la peine de vérifier parce que notre capacité à nous-mêmes s'exprimer, identifier si on est bien, peut être altérée. L'autre personne, c'est la même chose. Donc, après ça, de se comprendre ensemble sur est-ce qu'on est encore dans le même mood. Ça vaut la peine de vérifier si... c'est déjà complexe, la communication pendant la sexualité sans conso, tu sais. Si on parle de comme avant, parce que là, on est vraiment déjà dans un contexte où on est dans la relation sexuelle, mais si on parle d'avant la relation sexuelle, comment est-ce qu'on peut identifier que la personne, non, là, elle peut plus me donner son consentement? Ben, je pense que si elle est inconsciente... Ça, c'est, oui. C'est un bon indicateur. Ça a l'air vraiment comme de base, là, mais je peux vous garantir que ça ne l'est pas. Si la personne est inconsciente, elle ne peut pas consentir, qu'elle ait consommé ou pas, par ailleurs. Mais je pense aussi, une des choses à peut-être observer, c'est le niveau de toutes les personnes impliquées. Par exemple, je pense qu'une situation va être vraiment différente entre une personne qui a pris un verre puis l'autre qui en a pris 12. Puis 2 personnes qui en ont pris 12 chaque. Ouais. Je pense que la dynamique de pouvoir va être vraiment différente. Tout à fait. Je pense que c'est ce qui va quand même changer l'expérience aussi, puis le niveau de... J'allais dire la capacité à consentir de la personne qui a bu 12 consommations, mais en même temps, c'est pas que ça change tant que ça, sa capacité à consentir, c'est plus que est-ce qu'elle connaît vraiment tant que ça qu'est-ce qui peut arriver dans cette situation où l'autre a juste bu un verre, tu sais. Puis comme prendre en compte la dynamique de pouvoir là-dedans, je pense que ça peut être vraiment important. Puis ça peut vraiment changer la donne aussi, là. Ouais. C'est sûr, si on est soi-même à un niveau d'intoxication qui nous permet de quand même remarquer que l'autre personne nous semble pas mal plus avancée que nous, de voir que la personne est peut-être plus nerveuse, plus des tremblements ou au contraire, plus une lenteur ou une confusion, de la difficulté à s'exprimer ou en tout cas s'exprime de manière pas trop cohérente. Ben, rendu là, est-ce qu'on est si pressé de vivre une expérience de... C'est pas la... C'est prendre le temps puis de se donner le droit de remettre à une autre fois parce que finalement, peut-être que même dose que d'habitude, mais cette fois-ci, ça me rentre dedans. Peut-être que c'était pas la même chose que d'habitude. Peut-être que ça me fait pas la même chose. Puis ça, c'est toujours super important avec ou sans conso, mais de vraiment tout le monde ensemble s'entendre sur le fait que on s'arrête puis où on ne s'embarque pas là-dedans parce qu'on a un doute que tout le monde va pouvoir être bien avec ce qui se passe pendant ou le lendemain. Oui, à savoir que le consentement est vraiment toujours réversible. C'est pas parce que tu as passé la soirée à parler avec quelqu'un que tu as besoin de te sentir coupable parce que tu te dis, ben non, cette personne-là, elle a des attentes. Ben, t'es pas obligé Non, c'est ça. de continuer. Là, tu peux toujours arrêter. Absolument. Puis, tu sais, je pense aussi qu'en tant que personne, comme de se décentrer de son propre nombril aussi, là, tu sais, comme d'avoir envie de vivre cette expérience-là, c'est vraiment le fun. Mais, tu sais, toi, dans ta tête, tu vivais l'expérience avec une personne qui était aussi très enthousiaste et vraiment willing et vraiment consciente de l'expérience que vous vouliez comme co-construire.
ça te tente-tu vraiment de vivre cette expérience-là avec une personne qui est extrêmement confuse, qui est à moitié dans le moment, là, Ouais, à tu sais, moitié comme... présente. Moi, personnellement, c'est pas mon trip, là, tu sais, fait que Puis, c'est comme... tant qu'à faire Ouais. ce genre d'expérience-là, il me semble qu'on veut s'en rappeler. Il me Ouais. semble que si c'est pour le plaisir qu'on fait ça, ben t'as le goût de t'en rappeler le lendemain, Ouais. puis de pas juste avoir être endolori ou de sentir un peu raqué parce que ça y est allé longtemps avec la conso, ça a permis ça, mais le lendemain, t'es comme, bon, ben je m'en rappelle pas tant. Puis c'est là aussi que des fois, on se questionne plus sur est-ce que j'étais bien ou pas, est-ce que les autres personnes étaient bien ou pas, parce que j'étais à un niveau où je me souviens pas de vraiment ce qui s'est passé. Je pense pas que c'est ça qu'on recherche nécessairement. Ça se peut que ça se produise, mais pour ça que d'y aller une petite dose à la fois, puis autant doser Ouais, l'intensité des activités que de la conso. Puis comme tu soulèves quelque chose de vraiment intéressant, mais comme on parle tout le temps du regret de la personne qui était plus intoxiquée, entre guillemets, dans ce scénario-là, mais comme en tant que personne qui initie ou en tout cas qui continue les moves pour avoir un rapport sexuel, comme très certainement le lendemain de te réveiller, là, puis de te demander est-ce que l'autre était comme... C'était comme de te rappeler semi de ce qui s'est passé puis de te demander si l'autre était encore consentant, là. Ouais. Pas cool comme Pas le feeling. fun. Pas cool. Genre, honnêtement, je pense pas que personne aspire à vivre ce sentiment-là. C'est ça. Là. Genre, comme si c'était pas ça ton intention, puis après ça, les personnes pour qui c'est l'intention, je pense que c'est vraiment un autre sujet, mais comme, pose-toi la question, genre, est-ce que les signes sont assez clairs pour que demain matin, je puisse être 100% sûr que c'était OK? OK, ouais. Tu sais? Puis juste être contente de mon expérience. Ben ouais, c'est T'sais, ça. c'est ça au final qu'on souhaite. Et justement, est-ce que vous avez des conseils pour établir une communication ouverte et honnête autour du consentement, que ce soit en contexte de consommation de drogue ou non? Mais tu sais, Ouais. je pense qu'il n'y a pas de secret, il faut se parler. Dans l'idéal, il faut se demander qu'est-ce qui te fait plaisir, c'est comment est-ce qu'on peut se donner, tu sais, si on n'a pas envie de trop parler pendant l'activité sexuelle, est-ce qu'il y a un safe word, premièrement, qu'on peut se donner? Ou est-ce que vraiment tout arrête à ce moment-là? Est-ce qu'on peut se donner des signes qui indiquent que c'est un peu trop intense ou encore que je voudrais que ça augmente en intensité, en vitesse? Tu sais, de passer par le plaisir, parce que c'est une conversation qui peut être vraiment le fun, vraiment excitante aussi. Ça peut être comme quelque chose qui fait monter l'excitation puis qui met vraiment la table aussi pour que ce soit dans le plaisir. Dire qu'est-ce qu'on a le droit d'ajouter ou pas pendant. Parce qu'un coup qu'on est peut-être dans la conso sexualisée, ça se peut qu'on se sente plus ouvert aux possibilités et opportunités qui sont là. Fait qu'il y a peut-être des choses idéalement qu'au préalable, on se dit hey, moi, je veux pas tant qu'il y ait plus de personnes qui s'ajoutent dans l'univers où est-ce que ce serait un contexte où il y a d'autres gens qui pourraient débarquer ou encore au niveau des jouets sexuels, au niveau des pratiques, au niveau de plus un dosage, une autre dose qui est proposée ou non. Tu sais, de s'entendre sur est-ce qu'on va être sur... on va-tu consommer la même chose? Toi, ça te fait quoi d'habitude, cette conso-là, dans ce contexte-là? Fait que ça fait comme beaucoup de choses à se dire dans l'idéal, mais dans le plaisir, ça se fait bien aussi là, de dire oui, qu'est-ce qu'on peut pas rajouter, mais aussi qu'est-ce qu'on aime, puis qu'est-ce qu'on a envie de vivre, puis d'essayer. Puis tu mets vraiment le doigt dessus, qu'est-ce qu'on aime aussi, là. Je pense que une préparation que tu peux faire en continu dans la vie, que ça soit dans la conso sexualisée ou pas, c'est d'apprendre à connaître ton corps, puis qu'est-ce que t'aimes. Comme je vais jamais démordre de c'est mon cheval de bataille, là. Genre, masturbez-vous, la gang. Connaissance de vraiment soi, ça, là. Ça Genre, part là. Puis pas juste comme la masturbation cliché qu'on peut voir ou en tout cas se faire un peu inculquer, là, comme c'est comment quand tu te chatouilles en dessous du bras, genre, tu sais, c'est comme... Mais c'est un peu con, là, ça a l'air vraiment absurde, qu'est-ce que je dis, mais comme, quand t'es dans la douche, c'est quoi tes sensations? Quand t'es dans ton lit, c'est quoi tes sensations? Quand t'es dehors, comme, ou par exemple de la nudité, tu sais, même juste la nudité, entre guillemets, ça peut te faire sentir plein de choses aussi, tu sais, fait que c'est comme d'apprendre à connaître qu'est-ce que ton corps aime, c'est quoi ses limites, c'est quoi les choses qu'il aime pas, ben ça peut vraiment te donner des munitions aussi pour être capable plus de mettre tes limites puis de le faire avec une assurance puis une clarté qui vont potentiellement amener une plus grande facilité à communiquer ça dans le moment.
Et ces conseils sont bien valables, que ce soit avec un partenaire régulier Ben oui, ou un ou une partenaire que tu rencontres le jour même. absolument. Oui, puis ouais, parce que en fait, quand il y a déjà une relation qu'on se connaît, puis peut-être qu'on se connaît pas encore comme ça peut amener peut-être un confort qui est super, mais de pas prendre pour acquis qu'on se connaît par cœur là-dedans. Mhm. Si c'est pas un partenaire sexuel connu, ça veut pas dire qu'on se devine. Fait Mhm. que de prendre le temps, tu sais, dans un couple aussi, ça serait aussi vrai. Il y a peut-être moins de Mhm. préparation, puis ça peut être bien correct, ça peut bien se passer, mais de se dire, si c'est la première fois qu'on fait consommation sexualisée de cette façon-là, ou qu'on essaie une nouvelle pratique sexuelle, C'est ça. on peut s'en jaser avant, Mhm. puis aussi prendre le temps de s'en parler après, pour Mhm. voir Mhm. c'était comment finalement. Oui. Ouais. Ou peut-être aussi de comme choisir c'est quoi la nouveauté aujourd'hui. Mm. Tu sais, ça peut être intéressant aussi d'y aller par étapes, dans le sens où si c'est la première fois que tu fais de la consommation sexualisée avec ton partenaire que tu connais depuis des années Mhm. dans la sexualité, ben peut-être que la nouvelle pratique que vous avez jamais faite, elle peut attendre à la prochaine fois quand c'est pas la première fois que vous faites de la consommation sexualisée. Tu sais. Mhm. Fait que d'y aller un peu comme une nouveauté à la fois, je pense aussi, ça Ouais, peut ouais. être intéressant. Là. OK. Mm. Et si on sort un petit peu de la communication et qu'on parle plus de préparation générale, donc du coup là, ce serait un contexte de consommation sexualisée planifiée. Quels seraient vos conseils en termes de préparation? En masse de lube. Masse Entre de autres, lube. OK. mais c'est Tellement. important. Oh my Ça se God, peut oui. très bien que la lubrification soit difficile ou que... Bref, Mhm. important. Oui. Parce que ça se peut aussi que ça dure beaucoup plus longtemps que d'habitude. Fait qu'on on se met un peu plus à risque d'avoir des lésions, On veut que ça glisse. Peut-être même qu'on va moins le sentir si jamais c'était pas bien lubrifié. Fait que mettez-en en masse, juste au Mhm. cas. Mhm. Puis ça, en soi, ça peut quand même prévenir aussi Mhm. plein d'affaires. Là, au niveau de la transmission, on limite les lésions, c'est déjà mieux, mais pour favoriser le plaisir, c'est pour le mieux Mhm. aussi. Fait que, tu sais, c'en est Assumez un. que vous allez avoir la bouche sèche aussi. Oui, oui, Comme dans le OK. sens où si Donc, il faut d'habitude de l'eau. c'est la Oui. salive, votre Ouais. lubrifiant, oui, Mhm. ça se peut que la fontaine n'en soit pas là aujourd'hui. Là, c'est tu sais, ça. fait que Ouais. se préparer. Puis si je peux juste ajouter aussi lubrifiant Ouais. à l'eau, ça peut être un bon safe bet vu que des fois on ajoute justement des condoms ou des jouets. OK. Donc ouais, donc on parle lubrifiant. Moi, notamment, par exemple, j'avais entendu que des fois, ça peut durer sur plusieurs jours. Donc là, il faut penser eau, nourriture, Ben oui. peut-être communiquer avec quelqu'un ce qu'on est en train de faire pour que la personne check-in from time to time ou alors se mettre des réveils. Absolument. Oui, avoir un espace qui nous permet de prendre une pause, Mhm. qui nous Mhm. permet à nous-mêmes de faire comme un check-up. OK, je suis encore bien. Prendre le temps de s'hydrater, de s'alimenter, puis de se dire, OK, est-ce que j'ai Mhm. envie que ça continue? Où est-ce que j'en suis en ce moment? Fait que la pause dans une longue expérience de conso sexualisée, je pense que c'est super important. Mhm. Puis ça permet de voir, est-ce que je dois refaire mes stocks de matériel de protection au niveau santé sexuelle ou mon Mhm. matériel de conso? Ouais. Est-ce que c'est Euh, expiré? Si je l'ai depuis hmm. vraiment longtemps, là, tu sais, j'ai acheté une boîte Costco de Ouais. quelque chose il y a quelques années. Là. Ça peut prendre du temps des fois, fait que Mhm. ça peut être intéressant. Aussi, tu sais, peut-être quelque chose qui peut être fait aussi, pas nécessairement en planification directement de ces Ouais. moments-là, mais juste en continu dans la vie. Si vous vous faites prescrire des médications, ça Ouais. peut être intéressant de tout de suite aller regarder, ça peut être quoi les interactions avec les Mhm. substances psychoactives, les drogues en fait qui sont illégales parce que votre pharmacien vous dira bien de ne pas boire de jus de pamplemousse, mais il vous dira pas nécessairement Ce que ça d'essayer fait avec la de... meth. Ouais, c'est ça, Ouais. exactement. Mhm. Tu sais, fait que ça peut être intéressant. Vous pouvez soit en parler avec votre pharmacien si vous êtes à l'aise, si vous sentez qu'il y a une ouverture à ça, ou justement, là, il y a plein d'organismes en réduction des méfaits qui peuvent vous informer là-dessus. Puis sur Internet, on peut aussi essayer de trouver des sources. En tout cas, ça peut être difficile des fois de trouver des sources plus fiables, mais d'aller au minimum lire sur les expériences de d'autres personnes aussi avec ces choses-là. Oui. C'est pas des données comme neutres et vérifiées et tout ça, mais des fois, ça peut être intéressant là, de savoir. Puis c'est ça. Parce qu'on souvent dans le moment, on va y penser comme j'ai pris de l'alcool, fait que je vais peut-être essayer de pas prendre la coke aujourd'hui, mais tu as-tu pensé qu'il peut y avoir une interaction avec ton médicament? Tu sais? Dans le Ouais. moment, tu y penses pas tout le temps. Non, c'est ça. Ouais, donc plus s'éduquer sur les interactions, l'effet des substances. Ouais. Penser peut-être des fois, tu peux mettre des réveils pour penser à prendre des pauses de temps en temps pour check-in with yourself et avec la personne en face. Ouais. Moi, je sais que j'ai entendu que des fois, suivant
l'expérience que tu peux avoir de consommation sexualisée, ben des fois, les personnes après vont être amenées à prendre quelques jours de repos, de Oui, vacances. c'est Oui. ça. C'est Oui. ça. Oui, prends congé. Prends Ouais. congé. Ça peut être Pense à intéressant. l'après. Ouais. Oui, définitivement, ne serait-ce que pour pouvoir se reposer, accueillir comment tu te sens. Mhm. C'est autant aussi parce que ça peut être épuisant comme expérience, puis prendre le temps de... Tu sais, des fois, après aussi, certaines consommations vont amener un changement d'humeur les jours qui suivent, vont amener toutes sortes d'effets où est-ce Mhm. qu'on veut prendre le temps de décanter, peut-être avant de retomber dans notre routine, puis prendre soin de soi, Mhm. voir qu'est-ce qui nous fait du bien, puis si l'expérience était difficile, de voir, ben est-ce qu'il y a des gens en qui j'ai confiance, à qui je peux en parler, Mhm. ou sinon, il y a des ressources aussi, c'est sûr. Ouais. Ou même si l'expérience était... Tu sais, des fois, il y a des gens qui découvrent plein de choses sur eux-mêmes ou des perspectives nouvelles, si je peux dire ça comme ça, dans ces moments-là. Mhm. Puis ça peut être challengeant, tu disais tantôt, tu sais, de revenir dans ta vie quotidienne. Tu sais, il neige dehors, il fait noir à 4 heures, t'es comme... Aïe, tu sais, qu'est-ce que je viens de vivre? Puis ça clash un peu avec ta vie aussi Ouais. quotidienne. Puis ça peut être vraiment challengeant, tu sais, de vivre ça aussi, là. Fait que de prendre un petit moment pour comme se poser, flatter ton chat, comme prendre ça relax un peu pour intégrer ça puis voir comment je peux ramener ces éléments-là qui m'ont tellement plu puis que que j'avais, tu sais, comme prendre des notes ou je sais pas moi, faire quelque chose qui fait que tu gardes un peu ça vivant, ces souvenirs-là, tu sais, pour essayer de voir comment je peux ramener ces éléments-là dans ma vie quotidienne Ouais. sans me sentir obligé de repasser par ça si c'est pas ce que je désire, tu sais, de pas toujours avoir à prendre la MDMA pour appeler ma mère et lui dire que je l'aime. Ouais. Tu sais, comment je peux faire ça, mettons? Parce Mais que sans consommation, c'est exactement. ça, tu sais. Si, puis après ça, c'est pas pour dire que t'en feras plus jamais, mais juste comme, est-ce que ces choses-là, je peux les amener dans ma vie quotidienne? Parce que on sait tous qu'on a des fois besoin d'une petite dose de courage puis de bonheur dans notre journée pour continuer. Des fois, Pas en toujours général, facile, ouais. là, tu sais. Fait que, ouais. Ok, parfait. Et si vous aviez un mot de conclusion à laisser à nos auditeurs et auditrices, ce serait lequel? Apprenez à vous connaître. Prenez le temps Ouais. de vous préparer. Puis ça, c'est dans le plaisir, c'est dans la masturbation, dans le... Qu'est-ce que j'ai envie d'essayer? Pourquoi? Qu'est-ce que j'aime déjà? Je pense que, idéalement, la préparation, parce qu'après, quand on se connaît bien, tout ça, ben ça n'empêche pas la spontanéité. C'est pas ça qu'on dit non plus. Mm. À la base, ça permet d'explorer plus librement aussi si on se connaît bien. Ouais. Moi, je pense que ça serait trouver votre personne qui va pas vous juger là-dedans. Mm. Tu sais, ça Mhm. peut être vraiment bien d'avoir un soundboard des fois Mhm. pour débriefer de mon week-end ou de... Tu sais, puis ça peut être des amis payants, comme mon chum aime bien dire, mais ça peut être des thérapeutes Ouais. ou ça peut être des amis pas payants, finalement, qui sont willing d'entendre ça puis tu sais, qui vont pas vous stigmatiser davantage ou vous faire sentir que vous devez avoir honte de ça ou quoi que ce Mhm. soit. Tu sais, je pense que ça peut être vraiment important. En fait, c'est vraiment important d'avoir des gens à qui parler de ces choses-là aussi. Intervenante dans les organismes. Moi, ce que j'adore, c'est comme les cliniques jeunesse qui sont spécialisées en santé sexuelle. Il y a des lignes d'écoute aussi. Tu sais, au final, tu peux appeler puis parler à du monde qui sont souvent sollicités quand ça s'est pas bien passé, quand il y a quelque chose de difficile qui se passe, mais comme hésite tellement pas à les contacter pour faire comme « Yo, j'ai eu le meilleur week-end de ma vie, c'était incroyable! » Puis tu sais, comme... Oui, c'est permis. Oui, Puis ils vont c'est sûrement ça. être contents C'est d'avoir ça. un Ça fait un témoignage petit baume différent. sur leur cœur, tu sais, au final. Puis si tu veux comme vérifier des choses, poser des questions, whatever, c'est vraiment un bon moyen, là. Ouais, il y a plein de ressources, on les mettra en description et puis Mhm. sur nos réseaux sociaux également. Yes. En tout cas, merci à vous deux pour cet épisode qui s'est vraiment full bien passé. Merci. Pour conclure, j'aimerais remercier nos invités, mais aussi le Centre Phi qui nous a accueillis dans leur beau studio d'enregistrement. Mais j'aimerais surtout te remercier, toi, pour avoir écouté cet épisode. Si tu aimes le balado et que tu souhaites nous soutenir, on t'invite à t'abonner au podcast et à faire un don sur le site internet du GRIP, où tu pourras en apprendre plus sur nos services d'intervention en milieu festif, notre service d'analyse de substances, nos formations ainsi que notre matériel éducatif. Pour conclure, j'aimerais surtout te rappeler que si tu choisis de consommer, choisis aussi de t'informer. N'oublie pas d'être à l'écoute de toi-même et des autres, sans stigmatisation ni tabou, parce que parler, c'est déjà réduire les risques.